Bonsoir tout le monde. Euh, on vit dans un monde où c'est possible que le chef de l'État de la sixième puissance mondiale décide de renvoyer les travailleurs et les travailleuses au boulot contre l'avis de tous les experts médicaux. Et ça ne nous étonne même pas parce que c'est un gouvernement qui est au service des plus riches, des détenteurs des capitaux, des moyens de production. Ça ne nous étonne pas parce qu'on vit dans un pays où il y a 9 millions de personnes pauvres, où il y a environ 11 000 personnes qui dorment à la rue, plus de 6 000 décès de SDF en 2018, ça en faisait plus de 16 par jour. On vit dans un pays où le 1% le plus fortuné possède 17% du patrimoine et les 10% les plus riches, presque la moitié. Et ça, c'est rien qu'en France, mais à l'échelle mondiale, on a 80% de la population qui vit avec moins de 10 dollars par jour, la moitié de la population avec moins de 5,5 dollars, et même 1 milliard de personnes avec moins de 1,25 dollars par jour, pendant que le 1% des plus riches de la planète possède 2 fois plus que les richesses cumulées de 6,9 milliards de personnes. Et ces inégalités-là, elles s'accroissent au fur et à mesure que les richesses augmentent. Depuis 40 ans, ce 1% des plus riches dans le monde, il a profité 2 fois plus de la croissance des revenus que les 50% les plus pauvres. La semaine dernière, Aurélien a déjà fait une formation sur la question des crises, alors j'y reviendrai pas, mais on retient que pour augmenter les profits, les capitalistes doivent toujours augmenter la production sans augmenter les salaires, de façon à gagner plus de marge sur les produits qu'ils vendent. Mais évidemment, en faisant ça avec un appauvrissement de la population, eh bien, ça entraîne une surproduction des produits qui ne peuvent pas être achetés, et notamment des produits inutiles. Et on voit bien aujourd'hui, avec le manque de masques, de matériel pour les tests, de gel hydroalcoolique, etc., on voit bien qu'il y a beaucoup de production inutile parce que cette production, elle n'est pas faite en fonction des besoins. Et donc, c'est tout ça qui engendre des crises économiques, mais aussi des guerres pour s'approprier les richesses ou pour s'approprier un marché, mais aussi une catastrophe écologique et sanitaire. On le voit encore en ce moment, une catastrophe donc, qui, à tous les points de vue, menace l'avenir de la planète elle-même. Et pourtant, malgré tout ça, quand on dit qu'on est communiste et révolutionnaire, on entend souvent une série d'objections qui sont un peu des lieux communs. On nous dit oui, mais quand même, les inégalités, c'est naturel. Les êtres humains, dans leur nature, ils sont égoïstes. Et puis, si tout le monde gagnait autant, il n'y aurait plus d'incitation au travail, il n'y aurait plus d'incitation à faire des efforts. Ce serait la fin du progrès, ce serait la catastrophe. Et d'ailleurs, tous les régimes communistes au XXe siècle ont échoué. Ça fait des millions de morts. En 1995, il y a un livre qui est sorti qui s'appelait Le livre noir du communisme. Sur le bandeau, sur le livre, il y a marqué 100 millions de morts. Alors, c'était un militant de l'LCR, philosophe Daniel Ben Saïd, qui avait lu le livre et qui avait fait le compte, disait, en fait, ils en comptent 85 millions. Bon, non passant. Mais en tout cas, ce discours-là, c'est le discours qui est dominant dans les médias, dans les programmes scolaires, dans la société. Alors donc, est-ce que c'est bien raisonnable, en 2020, de dire encore qu'on est communiste? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas essayer de réformer le système, d'éviter ces dérives, d'avoir un gouvernement plus responsable, plus juste, une meilleure gouvernance mondiale, mais d'éviter quand même une révolution avec ces effusions de sang? Ce qu'on va essayer de discuter ce soir, c'est est-ce que le communisme, on peut vraiment dire que c'est une utopie, que c'est un idéalisme? Est-ce que le communisme, c'est la même chose que le stalinisme? Et pourquoi, pour nous, le communisme, c'est une société qui ne peut naître que de l'activité révolutionnaire du plus grand nombre? Alors, voilà, je vais essayer de revenir un peu sur tout ça. Et déjà, le communisme, est-ce que c'est une utopie? D'où il vient ce mot? Alors, on ne va pas revenir toute l'histoire, qui est le premier à l'avoir utilisé. En tout cas, à la fin du XVIIIe siècle, et notamment pendant la Révolution française, il y a un révolutionnaire français, Gracchus Babeuf, qui a été parmi les premiers à parler du communisme et à se placer du côté des plus pauvres contre ce qu'il appelait les profiteurs. Babeuf, il incarne un peu la politisation des classes populaires pendant cet événement de la Révolution française, mais de manière un peu floue, avec des thèses toutes faites, très donneur de leçons. Quand on le lit, c'est un peu amusant, et une analyse en tout cas très superficielle de la société. Pour Babeuf, ce qu'il fallait faire, c'était renverser le pouvoir par un coup d'État, par un complot, ce qu'on appelle une conjuration, et pas en entraînant les larges masses. Résultat, il a fini par être condamné à mort en 1797. Le procès a été délocalisé un peu loin de Paris pour éviter une réaction populaire, et puis ça s'est terminé là.
Mais par la suite, début du 19e siècle, il y a tout un tas d'hommes, principalement, peut-être des femmes aussi, mais les plus connus, comme souvent, sont des hommes. Quelqu'un qui s'appelait Saint-Simon, un Charles Fourier, un Robert Owen en Angleterre, qui ont proposé aussi des sociétés un peu alternatives, des modèles de société avec une vie en communauté pour Saint-Simon et Fourier, ce qui s'appelait des phalanstères, ou pour Robert Owen, une usine modèle, des coopératives, voilà, une vie dans laquelle les hommes et les femmes auraient été à égalité, ou parfois que les hommes n'étaient pas toujours très au fait des droits des femmes, mais en tout cas, une compréhension que la société capitaliste, c'est une société qui est injuste et qu'il faut être solidaire des plus exploités. Et Marx et Engels, qui publie le manifeste du Parti communiste en 1848, il commence par dire que ces idées-là, elles sont inspirantes. C'est vrai que critiquer radicalement la société, vouloir la disparition de l'exploitation, la disparition des affrontements entre les classes, c'est plutôt une bonne idée. Mais évidemment, c'est des idées qui sont nées dans une période qui était une période de changement très important, de changement politique avec la Révolution française et d'autres révolutions en Europe, changement économique aussi avec l'industrialisation, et donc d'un changement aussi des classes sociales qui étaient présentes dans la société, et pas encore véritablement une classe bourgeoise capitaliste qui soit consciente d'elle-même, bien organisée comme elle l'est aujourd'hui. On voit toutes les organisations qu'elle a, comme le MEDEF en France ou les institutions économiques internationales. Ce n'est pas encore le cas au XIXe siècle, en tout cas pas aussi nettement. Et puis une classe ouvrière, ce que Marx et Engels appellent le prolétariat, ceux et celles qui ne possèdent rien d'autre que leur force de travail et qui la vendent à un patron. Ce prolétariat, lui non plus, en 1848 et avant, il n'est pas encore bien organisé avec ses syndicats, ses partis, ses associations. Et donc, il n'y a pas encore à ce moment-là une conscience large qu'il y a deux classes sociales, la bourgeoisie et le prolétariat, qui ont des intérêts propres et contradictoires. Et c'est ce qui fait que les Saint-Simon, les Fourier, etc., ils arrivent avec des systèmes clés en main et ils disent, pour les mettre en place, il suffira d'aller convaincre les gens, d'aller dire aux gens, regardez, si on vivait comme ça, et puis hop, ils vont le faire. Et notamment d'aller voir les plus riches, les industriels, les mécènes un peu philanthropes, en leur demandant de financer leur communauté. Donc, en aucun cas, ils disent qu'il faudrait que ce soit les exploités eux-mêmes et elles-mêmes qui prennent en charge leur activité. Et en aucun cas non plus, ils s'inspirent des expériences réelles de la classe ouvrière, alors qu'en 1848, tout au long du 19e siècle, il y a déjà quand même des luttes de la classe ouvrière. Et donc, de fait, toutes ces communautés, ces phalanstères, ces communautés owenistes, ce sont des échecs, ça devient soit c'est très peu de monde qui y va, soit les villes owenistes en Écosse ou aux États-Unis, ça devient des villes tout à fait normales. Et donc Marx et Engels arrive déjà une des bases du marxisme, un des moments clés de sa naissance, c'est la critique de ces intellectuels-là qui n'ont pas cherché à mettre en mouvement réellement la classe ouvrière. Et c'est ce que Marx et Engels appellent, pour se moquer d'eux en fait, le socialisme utopique. Donc déjà, traiter les communistes d'utopistes, c'est un contresens, puisque le manifeste communiste lui-même, il commence par critiquer ces utopistes. Mais dans le langage courant, on sait que dire que quelqu'un est utopiste, c'est-à-dire qu'il est un peu irréaliste, il ne voit pas bien ce qui est véritablement possible. Bon. Une utopie, c'est formé du grec topos, le lieu, et le u devant, qui est privatif, qui veut dire que l'utopie, c'est ce qui n'est en aucun lieu. Alors effectivement, aujourd'hui, dans le monde, le communisme n'est en aucun lieu. Il n'est certainement pas en Chine ou en Corée du Nord, même si elles en ont le nom. Bon, mais qu'il soit en aucun lieu, ça ne veut pas dire qu'il n'existera jamais nulle part. Et on a tout un tas d'expériences, d'ailleurs, où on montre que d'autres rapports de société, d'autres fonctionnements sont possibles. Il y a des communautés autogérées, il y a les zones à défendre, les ZAD, dans lesquelles on voit des hommes et des femmes qui ont d'autres relations que celles de la concurrence, que celles qu'on a dans la société capitaliste. Mais avec toujours une limite, c'est que c'est des gens qui décident de se couper du reste du monde, qui n'entraînent pas dans l'action toute la société et qui finalement se disent qu'ils vont se libérer tout seuls, avec un peu d'élitisme, un peu de mépris pour ceux et celles qui ne sont pas à leur côté, l'illusion qu'une minorité éclairée pourrait s'en sortir seule. Dans les milieux militants, on a aussi parfois ces modèles tout faits qui ont du succès, c'est notamment
ce que propose quelqu'un qui s'appelle Bernard Friot, économiste et sociologue, qui est quelqu'un qui, par ailleurs, est très intéressant à lire sur la question de la sécurité sociale, des retraites. Mais Friot, c'est aussi quelqu'un qui propose un système clé en main. Voilà, le salaire socialisé, ce sera comme ci, comme ça, et qui ne part pas du tout des revendications qui sont celles actuellement des travailleurs et des travailleuses. Et ça le mène à être membre, je crois, du PCF, en tout cas à le soutenir, à voter pour Mélenchon à l'élection présidentielle et ainsi de suite. Donc, pas mettre l'auto-activité de la classe au centre de son programme. Alors justement, quelle est la politique des communistes? Comment est-ce qu'on on pense qu'on pourrait aller vers une société communiste? Bon. Marx et Engels n'ont pas inventé le mot communisme, on a vu, Babeuf en parlait avant. Ils n'ont pas non plus inventé la lutte des classes. Hein. Par exemple, au XIXe siècle, il y a un historien tout à fait bourgeois qui s'appelle Michelet, qui fait une histoire de la Révolution française, dans laquelle il explique en termes de lutte entre les classes sociales. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout une originalité du marxisme. Là où Marx et Engels sont originaux, c'est qu'ils disent qu'il faut que le prolétariat, donc cette classe ouvrière, elle s'empare du pouvoir. Alors ils utilisent une formule qui aujourd'hui est un peu ambiguë, mais qui n'est pas à leur époque. Ils font référence à la République romaine, donc dans l'Antiquité. Dans la République romaine, ça arrivait qu'il y ait des crises, et dans ces cas-là, les Romains, le Sénat romain, pouvait confier le pouvoir à un homme pour une durée déterminée, une durée de 6 mois, et on appelait ça la dictature. Mais vous voyez, c'est une dictature, ça veut dire que c'était limité dans le temps et c'était pour une mission très précise, sortir de la crise. Marx et Engels, en fait, ils disent, c'est un peu la même chose, il faudrait que la classe ouvrière, le prolétariat, prenne le pouvoir temporairement, prenne le pouvoir d'État, et donc ce serait la dictature du prolétariat. Alors évidemment, avec toutes les dictatures qui n'étaient pas du tout du prolétariat, mais qui se réclamaient en tout cas du communisme qu'il y a eu au XXe siècle, c'est vrai que c'est un terme qui aujourd'hui est plus difficile à comprendre, mais c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Alors pourquoi le prolétariat? Pourquoi la classe ouvrière? Est-ce que c'est parce que la classe ouvrière, c'est la majorité de la population? Alors aujourd'hui, en 2020, dans le monde, oui, mais en 1848, pas du tout. En 1848, la classe ouvrière, elle est très minoritaire dans le monde entier, sauf en Angleterre. La majorité de la population dans le monde, elle est paysanne. Éventuellement, c'est des petits artisans, des commerçants, des indépendants, ce que Marx et Engels appellent la petite bourgeoisie. Bon, donc, ce n'est pas parce que la classe ouvrière est majoritaire qu'elle est centrale pour prendre le pouvoir. Est-ce que c'est parce que cette classe ouvrière, c'est elle qui a le plus intérêt à changer le monde? On pourrait dire ça, effectivement, c'est la plus exploitée. Oui, mais la petite bourgeoisie aussi, elle subit les conséquences du capitalisme. Elle subit la concurrence. Le petit artisan subit la concurrence de la grande industrie, le petit commerçant du grand magasin. Donc, les petits bourgeois aussi, ils auraient intérêt à changer de société. Bon. Et puis, on a vu par ailleurs des bourgeois comme Marx et Engels eux-mêmes qui ont consacré leur vie à l'émancipation de la classe ouvrière. Donc, ce n'est pas une question non plus comme ça d'intérêt moral. La raison pour laquelle la classe ouvrière elle est centrale, c'est une raison qui est matérielle. Les petits bourgeois, les petits commerçants, et ce n'est pas péjoratif de dire petits bourgeois, c'est le terme qu'emploie Marx et Engels, ils sont en concurrence entre eux. Et ils ne sont pas en capacité de concurrencer le grand capital. Le petit commerçant qui fait face au grand magasin d'à côté, s'il arrête de travailler, ça fait l'intérêt du grand magasin d'à côté qui a encore plus de clientèle. Donc cette petite bourgeoisie, elle est nostalgique d'une société passée, une société avant l'industrialisation, avant que le grand capital vienne lui faire concurrence. Donc c'est une aspiration en fait à revenir en arrière, une aspiration réactionnaire. Bon, on dit, bah oui, mais ce serait mieux une société plus simple, mais ça veut dire aussi une société avec moins d'avancées techniques et technologiques qui ont été possibles, qui ont été rendues possibles par les grands regroupements de l'industrie. La classe ouvrière, elle, de son côté, elle est concentrée sur les lieux de travail, parfois des petites unités. Les camarades postiers et postières nous le rappellent souvent que les bureaux de poste, souvent, c'est très petit. Mais néanmoins, les travailleurs et travailleuses sont quand même concentrés, sont quand même regroupés dans des unités de production. Et puis, en complète codépendance, un secteur du travail il dépend de tout un tas d'autres. Une usine d'assemblage, elle dépend des autres usines qui fabriquent les pièces, elle dépend de ceux qui extraient les matières premières, elle dépend de ceux qui vont ensuite écouler donc, dans le commerce, elle dépend des transports. Enfin, c'est des milliers en fait, de travailleurs et de travailleuses qui, à un moment donné, interviennent dans la production de n'importe quel objet. Et ben, cette classe ouvrière, elle est capable d'arrêter cette production, elle est capable de bloquer les profits des capitalistes et même, ça s'est vu, elle est capable
de les redémarrer sous son contrôle. Et donc, elle est capable de remettre en cause le pouvoir du patron. Et ben, ce que disent Marx et Engels, c'est que la classe ouvrière est aussi capable de faire ça au niveau de l'État. Elle est aussi capable de prendre le pouvoir politique et de l'exercer, et en ça, d'entraîner les autres classes, d'entraîner les autres couches qui auraient intérêt à changer de société, mais qui ne sont pas au centre du rapport de production. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que la classe ouvrière elle s'émancipe par elle-même? Marx et Engels disent l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. On dirait aujourd'hui des travailleurs et des travailleuses eux-mêmes. Mais pourquoi pourquoi on ne dirait pas il faudrait simplement un bon gouvernement, un gouvernement au service de la classe ouvrière, pas forcément un gouvernement de la classe ouvrière? Parce qu'en déléguant le pouvoir, ça voudrait dire que la classe ne prendrait pas confiance dans sa capacité à diriger l'économie, à diriger la société. Et là, ce serait, encore une fois, croire une élite providentielle, peut-être même à un homme providentiel, qui s'élèverait au-dessus de tout le monde et qui suffirait de suivre aveuglément parce qu'il aurait tout compris tout seul. Et ce serait un retour au socialisme utopique, c'est-à-dire pas penser que c'est en agissant que la classe elle prendra conscience de sa capacité et confiance dans sa capacité à diriger par elle-même. Alors là, on pourrait se dire, mais est-ce que la dictature du prolétariat ne devrait pas dire transformer ceux qui étaient des oppresseurs, ceux qui étaient des opprimés plutôt, en oppresseurs, hein? Et c'est aussi souvent l'objection. Bon. Là, il faut un peu revenir sur ce que c'est l'État. L'État, il n'est pas obligé d'intervenir dans l'économie. L'État pourrait ne pas du tout intervenir dans l'économie, pas du tout faire de relance, pas du tout financer, pas du tout avoir de lois de réglementation sur le travail et la production. Un État, il peut ne pas émettre de monnaie. Il peut laisser tous les secteurs de la santé, l'éducation, tout ça au privé. Mais un État, ce qu'il ne peut pas faire, c'est se passer d'une police, d'une armée, d'une justice. Parce que l'État, il est là d'abord pour faire appliquer des lois et pour contraindre la population à appliquer ces lois. C'est ça l'État. L'État, c'est une organisation armée. Et c'est un outil de la classe qui est au pouvoir pour dominer d'autres classes. Et ce n'est pas que vrai dans le capitalisme, c'était vrai dans le féodalisme, avec les seigneurs, etc. C'est toujours vrai. L'État, c'est la bande d'armes armée qui est au service de la classe qui est au pouvoir. Alors un État prolétarien, oui, ce serait un État armé contre la bourgeoisie. Parce que la bourgeoisie, évidemment, elle ne cédera pas. C'est 1% qui possède presque tout. Ils ne vont pas nous le laisser. Ils ne vont pas céder le pouvoir et céder ce qu'ils possèdent sans lutter. Ils ne vont pas renoncer à utiliser leurs armes. Ils ne vont pas renoncer à utiliser le contrôle de l'information et de la communication. Et donc oui, dans une situation où on voudrait que le pouvoir échange de main, il y aurait effectivement une résistance à réprimer. Mais dans un objectif qui ne serait pas qu'il y ait de nouveau une exploitation, qu'il y ait de nouveaux exploiteurs et des nouveaux exploités, dans un objectif qui serait celui de la mise en commun des moyens de production et que tout le monde travaille et que du coup, les anciennes classes sociales, elles fusionnent et donc elles disparaissent. C'est la disparition des classes. C'est ça la différence avec toute autre forme d'État, avec toute autre forme de révolution qui a pu changer la classe au pouvoir. C'est qu'une révolution prolétarienne, pour dire le mot, c'est une révolution qui a vocation à faire disparaître les classes et donc à faire disparaître l'État, à faire qu'il n'y ait plus des prolétaires et des capitalistes, mais des camarades, des humains, et donc plus un État, parce que plus besoin qu'un groupe tienne l'abri d'un autre. Alors, nos camarades, parfois anarchistes, libertaires, communistes libertaires, disent oui, mais il faudrait en fait détruire l'État dès le début. Et il faudrait commencer dès le début à organiser la production localement, avec parfois ce qu'on appelle des communes libres, voilà, des communautés, dans lesquelles tout le monde partagerait tous les objets, et il y aurait des productions donc à l'échelle vraiment très locale, et on aurait déjà dès le début plus besoin d'État. Là, ça revient un peu au même problème ce qu'on voyait précédemment sur la petite bourgeoisie, ça veut dire pas une production qui soit en capacité de répondre aux besoins de toutes et tous, pas une production qui soit en capacité de développer au mieux les outils, de développer au mieux le progrès. Il y a eu tout un tas d'expériences, et il y a encore d'ailleurs dans le monde d'expériences autogestionnaires, y compris au sein de la société capitaliste, des coopératives ouvrières. Dans les années 70, il y a eu l'exemple des montres LIP où les ouvriers avaient repris et les ouvrières avaient repris leur usine. Et c'est très inspirant ça aussi pour montrer que les travailleurs et les travailleuses n'ont pas besoin de leur patron. Mais en même temps, ces expériences-là, elles ne mettent pas fin à la concurrence avec les entreprises qui restent capitalistes. Elles ne permettent pas de généraliser ça
à tout un secteur et encore moins à toute la société. Et donc, toutes ces expériences-là, souvent, elles ont fini en échec, pas parce que les travailleurs et travailleuses n'étaient pas capables de diriger la production, mais parce que dans le cadre de la société capitaliste, évidemment, c'était pas possible. Et donner l'exemple de l'IP, parce que c'est un exemple qui a été beaucoup mis en avant à l'époque par un parti politique qui s'appelait le PSU, et dont les dirigeants ont pour beaucoup rejoint le PS, et même parfois aujourd'hui se retrouvent dans La République En Marche, par un syndicat qui était la CFDT, alors qui était certes différent d'aujourd'hui, mais en tout cas, il y a quand même une petite cohérence, c'est que la CFDT et le PSU, ils mettaient beaucoup en avant cette idée de l'auto-organisation, mais c'était un peu aussi pour mettre de côté la question de la confrontation avec le patronat et de la question du pouvoir. Bon. Alors, la dictature du prolétariat, c'est exproprier la bourgeoisie des moyens de production au profit de l'ensemble de la classe ouvrière sous son contrôle. C'est organiser la production selon les besoins, c'est mutualiser les progrès, c'est rendre possible ce qu'on appellerait le communisme, une société sans oppression, sans exploitation et sans État. Le pouvoir prolétarien, il est nécessaire pour empêcher que la bourgeoisie reprenne le pouvoir et pour mettre en place les bases de la nouvelle société. Alors, quand je dis ça, on a l'impression finalement qu'on a un projet très précis et qu'on a un peu tort de se moquer des socialistes utopiques, puisque nous aussi, on arrive avec quelque chose d'assez précis. On pourrait dire, finalement, il y a un idéal communiste. Alors, un petit terme aussi, je parlais tout à l'heure de ce que c'est l'utopie. En philosophie, il y a des philosophes qui pensent que ce qui fait avancer l'histoire, le moteur de l'histoire, ce sont les idées, ce qu'on appelle donc des philosophies idéalistes. Marx et Engels, eux, ils disent au contraire, ce qui fait avancer l'histoire, ce sont les conditions matérielles. Donc on dit que ce sont des matérialistes. Donc là encore, contresens que de qualifier les marxistes d'idéalistes. Mais dans le langage courant, un idéaliste, c'est quelqu'un qui imagine le monde tel qu'il voudrait qu'il soit et pas tel qu'il est vraiment. Alors est-ce que ça, c'est le cas chez Marx et Engels? Là, c'est vraiment le procès le plus injuste qu'on pourrait leur faire. Parce que Marx et Engels, c'est avant tout, et surtout Engels, notamment en Angleterre, des hommes qui ont commencé par faire une analyse très fine de ce qu'était la société, une analyse très fine des conditions réelles de vie de la classe ouvrière, des conditions de l'économie. Ça, c'est notamment Marx. Ils ont une approche scientifique en fait de leur compréhension de la société et de la prise en compte des expériences des luttes. En 1871, vous savez, c'était un soulèvement spontané du prolétariat parisien contre le pouvoir, ce qu'on appelait la Commune de Paris. Et cette Commune de Paris, elle a inventé un fonctionnement démocratique sans précédent, avec le droit de vote des immigrés, avec le contrôle des élus, la possibilité de les révoquer, le fait que ces élus ne gagnent pas des salaires supérieurs à ceux des ouvriers. Pendant la Commune de Paris, il y a eu des luttes très importantes et une organisation très importante des femmes. Mais la Commune de Paris, elle n'a pas détruit l'ancienne machine d'État, par exemple. Les communards continuaient à aller faire des emprunts à la Banque de France en signant bien leur billet d'emprunt. Alors, après cette expérience-là, Marx, qu'il avait étudié de manière très précise, il a fait évoluer sa compréhension. Il a dit, en fait, l'État prolétarien, il faudra d'abord, une révolution, il faudra qu'elle détruise l'armée, qu'elle détruise la police, qu'elle détruise la bureaucratie de l'État bourgeois. C'est ce qu'il a appris de la Commune. Ce n'est pas né dans son esprit génial. Et un État ouvrier sera un État sans armée permanente, sans bureaucratie, dans lequel tout représentant aurait le salaire d'un ouvrier moyen. Donc vous voyez que ce n'est pas les théoriciens qui précèdent la pratique, mais c'est l'inverse. De la même manière, ça c'est après la mort de Marx, mais en mai 1905, dans une ville industrielle à 250 km de Moscou, Ivanovo-Vosnesensk, il y a eu donc en 1905 une grève générale, 30 000 ouvriers réunis en assemblée, en conseil ouvrier, en conseil en russe ça se dit un soviet, et ce soviet, il dirigeait la grève, mais pas que la grève. Il a permis, par exemple, de reprendre le contrôle des imprimeries et donc de mettre fin à la censure, de mettre en place la liberté d'expression. Ce soviet, il assurait la protection des biens et des personnes à la place de la police. Il s'est mis à organiser des collectes pour aider les chômeurs. Bref, il a fait tout ce que le pouvoir politique de la ville n'était plus en capacité de faire, et de manière beaucoup plus démocratique, qui a permis de confirmer la capacité de la classe ouvrière à s'occuper non seulement de ses affaires économiques, de sa grève, de la production, mais même des affaires politiques, et donc de pouvoir concourir au pouvoir. Et puis, parce que les ouvriers, pour les besoins de la grève, avaient besoin de relier les différents conseils d'usine, les différents soviets,
eh bien, ils ont organisé ça aussi pour répondre à un besoin concret. Et c'est après coup que les communistes, les bolcheviks, notamment Lénine, ont eu l'idée que le soviet, ça pouvait être la base de la prise du pouvoir par le prolétariat. Encore une fois, la pratique précède l'idée. Donc le communisme, on voit que ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas une idée toute faite qui ignore la réalité. Au contraire, c'est le fruit de l'expérience bien réelle. C'est le fruit de pratiques bien réelles et c'est comme ça qu'il se construit. Alors à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Si on pense que l'émancipation des travailleurs et des travailleuses, ce sera l'œuvre des travailleurs et des travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes, alors on n'a pas un modèle préconçu. Bon, on pourrait se dire, mais pourquoi on milite pour le communisme? En fait, on n'a qu'à attendre la spontanéité des masses qui feront la révolution un jour. Non, parce que ce qui a manqué en 1871, c'était des militantes et des militants qui auraient déjà anticipé la situation, qui auraient par exemple pris l'initiative face au gouvernement avant que l'armée vienne mettre fin à la commune. Ce qui a permis en octobre 17 le triomphe de la révolution, c'est qu'il y ait le parti bolchevique et ses membres qui avaient tiré les leçons de 1905 et d'expériences précédentes. Donc on voit que les militantes et militants révolutionnaires, on a deux rôles. Le premier, c'est apprendre de la classe. Bon. Et le deuxième, c'est prendre l'initiative, c'est donner une direction pour que la classe puisse prendre le pouvoir et mettre en place une nouvelle société. Alors on pourrait se dire, mais justement, c'est peut-être ça, se dire, il y a ces militantes et ces militants qui donnent une direction, c'est peut-être ça qui a amené à la dictature stalinienne et à ces millions de morts. Bon. Et souvent, moi je suis prof d'histoire géo, alors je connais bien les programmes scolaires et les programmes scolaires parlent beaucoup des régimes totalitaires au pluriel. Et les régimes totalitaires, c'est le stalinisme, le nazisme et éventuellement le fascisme italien. Donc tout ça, c'est un peu la même chose. Bon, c'est Ben Saïd que je citais tout à l'heure qui fait déjà cette première objection, c'est que les nazis, ils avaient annoncé ce qu'ils allaient faire et ils ont fait ce qu'ils avaient annoncé. Et ils n'ont jamais caché ce qu'ils faisaient. Pendant que les staliniens, eux, au contraire, ils cachaient tout ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient une propagande de fou pour masquer la réalité de l'URSS. Bon. Y a des militants communistes qui sont suicidés parce que, à cause de la trahison de ce pourquoi ils s'étaient battus. Il n'y a pas des nazis qui se sont suicidés en disant « Oh là là, Hitler, il n'a pas fait ce qu'on voulait. » L'URSS, c'était une société ultra-étatisée. Ce n'était pas le pouvoir aux soviets, ce n'était pas le pouvoir aux syndicats, aux organisations ouvrières. C'est le pouvoir à l'État et un État dirigé par un petit groupe de personnes. Ce n'est pas venu par hasard. Et ce n'est pas venu non plus parce que c'est quelque chose qui serait une fatalité, parce que le communisme serait impossible. Trotsky, qui a participé à la révolution et puis qui s'est opposé évidemment au stalinisme, il a donné des explications matérielles à la stalinisation, à cette contre-révolution stalinienne. La première, c'est qu'après la révolution, la Russie elle a été agressée par tout un tas de pays impérialistes, y compris qui étaient encore en guerre entre eux, mais en tout cas, ils ont attaqué la Russie. Et puis en plus de cette guerre extérieure, à l'intérieur, évidemment, il y avait les capitalistes russes, les tsaristes notamment, qui aussi ont fait la guerre au nouveau pouvoir. Et donc, dans cette situation de guerre extérieure et civile, il a fallu créer une armée, l'armée rouge, avec 4 millions de combattants, et 4 millions de combattants qui étaient des ouvriers, qui ont dû donc quitter les usines, quitter les villes. Donc évidemment, ça a perturbé pour le moins la production. Puis 4 millions de combattants qu'il fallait nourrir, donc il fallait réquisitionner dans les campagnes. Et puis une guerre civile, ça nécessite une répression, donc ça nécessitait une police politique. Et puis tout ça dans une société, la société russe, qui n'avait jamais connu la démocratie, une société où il y avait eu des siècles de tsarisme, puis un gouvernement provisoire à partir de février 17 qui n'était pas un gouvernement élu. Donc il n'y avait pas non plus un attachement, une culture démocratique dans la population russe. Et donc dans ces conditions-là, oui, ça a été une solution de facilité que de tout mettre sous contrôle du parti bolchevique, de remplacer les élections et le contrôle des responsables par des dirigeants qui étaient nommés par le parti, de mettre fin au pluralisme et aux libertés. Et du coup, progressivement, de confondre ce qu'étaient les intérêts de la classe ouvrière, les intérêts du parti et les intérêts de l'État. Bon. Et c'est comme ça qu'un petit groupe de personnes, ce qu'on appelle une clique, qui confondait ses intérêts, son pouvoir, ses intérêts personnels, matériels, moraux, avec les intérêts de la classe ouvrière, eh bien, elle a confisqué le pouvoir et c'est ça que Trotsky appelle la bureaucratisation. Alors on me dira, oui, mais ça c'est en Russie, mais alors attendez, il y a quand même plein d'autres exemples où c'était du coup pas exactement les mêmes conditions et pourtant il y a eu aussi ces dictatures de type stalinienne. Dans les autres pays qui se revendiquent ou qui se sont revendiqués du communisme, il n'y a même pas eu de prise de pouvoir par
des organisations ouvrières comme les soviets en Russie. Dans tous ces pays-là, ce sont des partis qui étaient déjà staliniens et déjà bureaucratiques qui ont pris le pouvoir et qui donc ont dès le début confondu les intérêts du gouvernement, des dirigeants du parti et de l'État avec les intérêts de la classe. Alors aujourd'hui, en 2020, dans nos pays, en France, mais ailleurs aussi, on n'a plus des partis bureaucratiques type stalinien ultra massifs qui prétendent à diriger une révolution pour le communisme. D'ailleurs, dans les pays les plus développés, les partis communistes staliniens ont arrêté d'être révolutionnaires très tôt, dans les années 30. Donc aujourd'hui, une révolution, elle n'aurait pas lieu sous la direction des bureaucraties, elle aurait lieu en opposition à ces bureaucrates politiques et syndicaux. Alors, est-ce que tout ça, ça garantirait que la société communiste, elle serait meilleure que les modèles staliniens et que la société capitaliste? Est-ce que ce serait une société nécessairement plus démocratique? Là encore, quelques exemples. Je parlais des exemples démocratiques de la Commune de Paris sur les élus. La Commune de Paris, elle a aussi mis en place la gratuité et la laïcité de l'enseignement, plus de 10 ans avant Ferry. Elle a mis en place la séparation du pouvoir et de l'Église, plus de 30 ans avant que l'État français le fasse. Le contrôle donc, des élus, elle a mis en place la liberté de la presse, et la révolution russe elle a mis aussi en place des droits complètement inimaginables, par exemple le droit des enfants de répondre à leurs professeurs, le droit des étudiants de choisir leur programme d'histoire, le droit des femmes à demander le divorce, la légalisation de l'homosexualité, l'autodétermination des peuples qui faisaient partie de l'Empire de Russie. Bon. On voit que cette révolution prolétarienne, c'est une révolution qui porte le progrès, qui n'a pas de raison de faire moins démocratique que la société qu'elle veut renverser. Au contraire, c'est une société qui garantirait plus de liberté d'expression parce qu'il n'y aurait pas une petite minorité qui contrôlerait l'ensemble des médias, et y compris de liberté d'expression pour ceux qui sont contre la révolution, pour nos ennemis, nos adversaires, qui défendraient de revenir à une autre société, à condition évidemment que ce soit une expression et pas la prise des armes ou essayer de renverser violemment le nouveau pouvoir. On voudrait une société qui soit plus exemplaire, avec plus de droits de la défense, avec donc voilà, un maintien, une défense, une extension des libertés démocratiques. Là encore, on peut dire, bah oui, c'est bien joli de le dire, mais comment on sait que ce serait comme ça en vrai? Trotsky qui l'explique. Nous, on veut le pouvoir au prolétariat, pas un parti, pas un courant, c'est pas AER qui veut prendre le pouvoir, c'est la classe ouvrière. Et le prolétariat, il n'est pas homogène. C'est vrai que même à la veille de la Révolution, peut-être que tout le prolétariat ne fera pas partie du courant anticapitalisme et révolution ou du parti plus large. Voilà, tout le prolétariat n'est pas homogène. Et donc, pour que ce soit vraiment le prolétariat qui prenne le pouvoir et qui arrive à des fins communes, qui arrive à la société qu'on veut, bah, ça nécessite qu'il y ait la liberté de s'exprimer, de se regrouper, de s'organiser, de créer des partis, des groupes, des tendances, etc., des syndicats, des associations, y compris parce qu'il y a tout un tas de groupes qui ont des revendications spécifiques, évidemment, ne serait-ce que la moitié de la population, les femmes, qui évidemment auront toujours besoin de lutter pour leurs droits, et donc pourquoi pas de s'associer ou de créer des organisations là-dessus. Ou parce que parfois, localement, on pourrait avoir des pouvoirs locaux qui mettent leur veto sur des décisions nationales ou en tout cas une autre échelle, qui peuvent les affecter de grands travaux, etc. Donc on voit que ce n'est pas seulement une promesse qu'on pourrait se faire entre nous, allez, on est sûr que nous, on sera démocratique, c'est une nécessité si on veut vraiment le communisme, si on veut vraiment la dictature prolétaire, elle doit être démocratique, sinon ce n'est pas l'ensemble de la classe qui a pris le pouvoir. Bon, pour Engels, les fondements du communisme, c'est la propriété commune des machines, des appareils de production, des moyens de transport, des moyens de communication, des entrepôts, des ressources, bref, des moyens de production et d'échange. Et c'est une société sans exploitation d'une partie de la population sur l'autre, sans concurrence entre des entreprises, et donc sans une production qui serait irréfléchie, et donc sans les crises économiques et les guerres qui découlent de cette production irréfléchie. Si on supprimait le secret industriel, eh bien, les brevets, etc., les secrets, ça voudrait dire la capacité pour tout le monde de comprendre comment on produit, et donc la capacité pour tout le monde de diriger cette production. Le fait qu'il n'y ait plus des dirigeants perpétuels à la tête des entreprises, qui sont évidemment les gens qui ne sont pas élus, le fait qu'on n'ait plus l'obligation de passer toute sa vie au même travail, au même poste, eh ben, ce serait la fin de cette différence entre les dirigeants et les dirigés, entre le travail manuel et le travail intellectuel. Ce serait une société qui serait une association de producteurs et de productrices
qui pourrait calculer la répartition des forces de travail entre les différentes branches de la production, choisir qu'est-ce qu'on produit, en quelle quantité, pourquoi faire. Mettre en commun, c'est pas mettre en commun n'importe quel objet, c'est pas mettre en commun mes lunettes ou ma casquette, c'est collectiviser les moyens de cette production pour répondre aux besoins de tout le monde. C'est pas mettre fin à l'intimité, avoir chacun son chez-soi, avoir sa liberté individuelle. C'est au contraire avoir plus de liberté, une plus grande possibilité d'être indépendant, d'une indépendance personnelle et donc de s'émanciper parfois d'un cadre familial qui peut être oppressant, des normes qui peuvent être des normes oppressantes. Organiser la production selon les besoins, ça veut dire partager le temps de travail jusqu'à ce que chacun et chacune ait un emploi. Et donc, on ait plus de temps libre. Et donc, pas forcément même de séparation stricte entre le temps de travail et le temps de loisir. Plus de temps, ça veut dire plus de temps aussi pour s'éduquer, s'investir dans la politique, s'investir dans la gestion économique. Donc, pas laisser une minorité confisquer ce pouvoir. Et donc, ça veut dire la possibilité d'empêcher la professionnalisation de la politique, d'empêcher le cumul des mandats, d'empêcher des politiciens professionnels. Pour mettre en place une planification autogestionnaire qui soit supérieure au marché capitaliste, il n'y a que par la démocratie que c'est possible. Alors, dernière objection qu'on entend souvent, c'est oui, mais quand même, la nature humaine, quoi, la nature humaine, c'est pas possible. Dans cette société-là, il y en a bien qui essaieront de profiter des autres, de s'accaparer plus de produits. C'était un militant bolchevique, un dirigeant même bolchevique, Boukharine, qui disait, mais déjà dans la société capitaliste, il y a des gens très riches. Est-ce que les très riches, ils s'achètent, par exemple, on prend l'exemple dans le tramway, est-ce qu'un très riche, il s'achète 3 places de tramway parce qu'il a les moyens, quitte à occuper une place et à laisser 2 places vides? Ben non, parce qu'il n'a pas besoin. Et ben dans une société qui répondrait aux besoins de tout le monde, pourquoi il y en aurait qui voudraient plus? Pourquoi il y en aurait qui s'accaparer plus de produits? Ça ne répondrait pas un besoin. Alors évidemment, on peut dire, mais aussi parce que la nature humaine, c'est d'être agressif, c'est d'être dominateur, c'est d'être compétitif, c'est d'être cupide. Bon, c'est le même discours qui dit souvent que les femmes, elles sont naturellement douces et soumises et passives et que les hommes, ils sont forts, etc. Bon, mais dire ça, c'est pas un argument pour dire que c'est faux. Des arguments pour dire que c'est faux, il y en a plein, il y a tout un tas d'exemples. Il y a un trotskiste anglais, Chris Herman, qui donne comme ça une série d'exemples. Aux États-Unis, il y a des scientifiques qui avaient fait passer des tests de quotient intellectuel à des Amérindiens, à des Sioux. Et ces Sioux, en fait, ils ne comprenaient pas qu'on fasse le test individuellement, ils voulaient s'entraider, parce que parfois ils savaient, et puis le copain il ne savait pas. Donc, ce n'était pas naturel pour eux de faire des évaluations individuelles, ce qui pour nous est tout à fait naturel. Quand les Européens ont rencontré pour la première fois des Inuits dans l'Arctique, et qu'ils ont essayé d'apprendre leur langue, d'échanger, ils se sont rendus compte que les Inuits, ils n'avaient pas un mot pour dire guerre. C'est quand même quelque chose de très naturel dans les sociétés européennes, la guerre, dans notre histoire. Et bien voilà un peuple qui n'avait pas de mots pour dire ça. Bon. La nature humaine, croire qu'elle existe, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas eu d'évolution des modes de vie d'une génération à l'autre, comme chez les animaux. Effectivement, les oiseaux, ils sont migrateurs pendant des centaines d'années en fonction de l'environnement. Mais bon. Donc, ce serait croire que l'être humain, ce serait la même chose. Pourtant, l'humanité, elle existe depuis 4 à 5 millions d'années. Notre espèce Homo sapiens depuis au moins 300 000 ans. On ne peut pas exactement dire qu'on vit pareil qu'il y a 300 000 ans, parce qu'entre-temps, il y a eu la maîtrise du feu, il y a eu l'invention de l'agriculture, et notamment avec l'invention de l'agriculture il y a 12 000 ans, il y a eu la possibilité de stocker des provisions, il y a eu la possibilité aussi que certains s'approprient ces provisions, se distinguent dans la société. Mais en tout cas, la société, elle évolue évidemment sur quelques milliers d'années. Aujourd'hui, on a, et on le voit en ce moment, des communications instantanées. On peut se déplacer très vite, on peut voyager dans l'espace, et on sait que ces progrès-là, ils vont continuer. Alors, comment est-ce qu'on pourrait croire qu'il y a une nature humaine qui serait intangible? Pour Marx, l'être humain, il a commencé à se distinguer des autres animaux quand il a commencé à produire ses moyens d'existence. Et donc, ça veut dire que la nature humaine, ce n'est pas quelque chose qui est immuable. La nature humaine, ce sont ses conditions sociales. Et donc, changer les conditions de vie, c'est aussi changer ce qu'on considère comme naturel chez l'être humain. Alors, pour terminer, on sait que le capitalisme, il ne peut pas éviter les crises économiques, les crises politiques, sociales, environnementales, sanitaires, et on sait que des crises devant nous, il y en a beaucoup. Et on sait que si ingénieux qu'ils soient, les capitalistes, ils ne peuvent pas éviter les catastrophes, ils ne peuvent pas non plus éviter le ras-le-bol de la population, ils ne peuvent pas non plus éviter
les révoltes. Et donc, ils en viennent souvent à recourir aux pires solutions, aux dictatures, aux oppressions, à la répression et aux guerres. D'ailleurs, ce que disait aussi Ben Saïd dans sa réponse sur le livre noir du communisme, c'est on peut effectivement compter le nombre de morts des régimes qui se sont prétendus communistes, mais on pourrait aussi compter les morts dues à l'absence de révolution, notamment s'il y avait une révolution en Allemagne entre 1919 et 1923, combien de millions de morts aussi ça aurait évité dans les années 30 et 40. Donc, on sait que le capitalisme, il nous mène à ça, il nous mène à cette barbarie. Nous, on est toujours du côté des opprimés, des exploités qui se battent pour leurs droits. Ce n'est pas pour la révolution, toujours, hein, c'est pour empêcher la réforme des retraites, c'est pour empêcher une réorganisation d'un bureau de poste, c'est pour empêcher la réforme du bac. Mais en tout cas, on est toujours du côté de ceux et celles qui se battent contre les attaques et pour améliorer leurs conditions. On n'est jamais ceux et celles qui essaient de mettre un frein à ces luttes et à ces révoltes. Et parfois même, quand bien même on le voudrait, eh bien, on n'y arriverait pas. Et des directions bureaucratiques, réformistes, syndicales, parfois n'arrivent pas, n'ont plus les moyens d'empêcher les soulèvements d'arriver. Alors, si on pense qu'il y a urgence à changer le monde, pour le sauver, pour mettre fin à la catastrophe qui touche des millions d'hommes et de femmes, la révolution, pour nous, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui doit arriver. En tout cas, c'est soit ça, soit une catastrophe autrement plus terrible que ce qu'on a pu connaître. Et donc, il faudra bien que cette révolution, elle débouche sur une autre société. Et cette société-là, on ne sait pas exactement à quoi elle ressemblera, on ne peut pas exactement la prévoir, mais en tout cas, cette société qui sera née de l'activité, de la révolution des opprimés et exploités, et ben, c'est cette société-là que nous, on appellera le communisme.